Bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Vous allez bien? Le son est bon, vous m'entendez bien? Donc moi je voudrais regarder, donc on va voir comment se passe la connexion, vous allez bien? Nous sommes donc mardi 31 mars, nous terminons le mois de mars, toujours confinés, on va dire, dans notre petit chez nous ou grand chez nous. Disons que quand nous sommes confinés, ça fait toujours petit. Non, ça fait toujours l'impression d'être petit. Donc, nous allons continuer la lecture, le cours sur l'interprétation des rêves de Sigmund Freud. Donc, nous avons déjà fait un bon travail, félicitations, puisque nous avons déjà lu, on va dire, la moitié du livre. Nous avons déjà vu la moitié du livre, donc ça va être intéressant. Nous allons commencer par cette deuxième partie. La deuxième partie qui inaugure la psychologie des processus oniriques. D'accord? Donc la psychologie des processus oniriques, ça veut dire que nous allons nous occuper de l'appareil psychique. Que Freud va venir ici. Il va... Bonsoir Olivier. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Cyrielle. Donc il va nous parler de la psychologie de cet appareil, c'est-à-dire que jusqu'ici nous avons parlé des rêves, du fonctionnement des rêves, le matériel qu'on utilise, les mécanismes qui sont utilisés, et le matériel, la déformation, la censure, etc. Et maintenant il va venir nous présenter, cet appareil qui non seulement, comme lui le sait déjà, fabrique des rêves, sinon qu'en plus, ce sont les instruments, les mêmes mécanismes, le même appareil qui va servir pour fabriquer des symptômes, des oublis, justement ce qu'on va voir aujourd'hui, des oublis, des actes manqués, même des blagues. Il va dire bonsoir Sylvie, bonsoir, bonsoir, bonsoir Doriane. D'accord, donc c'est-à-dire que c'est cet appareil qu'il va nous présenter dans ce chapitre. Il va nous présenter ce qu'on appelle la psychologie de l'inconscient. Puisque l'appareil, c'est la psychologie de l'inconscient. Comment fonctionne notre appareil? Parce que n'oublions pas, nous avons un inconscient qui est très important et qui détermine le fonctionnement de l'appareil. Mais, bonsoir Arturo. Bonsoir Doriane, bonsoir tout le monde. Donc, mais que cet inconscient y est toujours en relation avec le préconscient et avec la conscience. D'accord? On ne l'abandonne pas. C'est-à-dire que notre appareil psychique, c'est un appareil qui est formé par ces trois systèmes. Et c'est la relation de l'énergie et des idées qui vont passer dans un système, puis dans l'autre, et qui vont à chaque fois se transformer. Et donc, parler de l'oubli des rêves, c'est rentrer directement dans la deuxième partie de l'interprétation des rêves, dans cette deuxième partie de l'œuvre qui va exposer donc la psychologie de l'appareil psychique. Il va donc reproduire la thèse qu'il vient de démontrer, c'est-à-dire que tous les rêves sont, après l'interprétation, une réalisation de désir, d'un désir sexuel, infantile et réprimé. Et qu'il va donc mettre à cette méthode d'interprétation, il va mettre une limite et en plus il va nous proposer une nouvelle thèse. Donc rien que ça, en quelques pages sur l'oubli. Donc la première thèse que Freud donc, nous avait proposée, c'est que tous les rêves ont un sens, d'accord, ça nous le savons, tous les rêves ont un sens, après l'interprétation, d'accord, et d'accord, mais donc maintenant, tous les rêves ont un sens, mais il va dire, donc il va répondre à mais de quel désir on parle, où il se forme et comment il se forme.
D'accord? Parce que de la même façon qu'on va dire qu'il y a une satisfaction, qu'il y a la réalisation d'un désir dans un rêve, de la même façon, il y a la réalisation d'un désir dans le symptôme. Il y a la réalisation d'un désir dans un oubli. Il y a la réalisation d'un désir dans un acte manqué. D'accord? C'est-à-dire que ce sont des choses où il va nous montrer que notre appareil, c'est un appareil divisé. Donc d'un côté, il y a une réalisation de désir, et de l'autre côté, il y a autre chose de complètement différent, qui a été déformé. D'accord? C'est-à-dire que dans le symptôme, il y a une réalisation de désir, et dans la conscience, il peut y avoir de la douleur, il peut y avoir... non, très souvent, le symptôme, c'est un obstacle avant tout pour développer sa vie facilement, on va dire. Donc, nous, on se retrouve à partir de la conscience. On regarde et on dit comment, avec ce symptôme, moi, je peux avoir une satisfaction. Eh bien oui. Donc, non seulement une satisfaction, sinon la réalisation d'un désir. Donc, d'où le fait qu'il est très difficile de prendre une distance de ces symptômes, c'est-à-dire pouvoir, bonsoir, Ismis. Donc, c'est très difficile de prendre une distance sur ces symptômes et pouvoir imaginer, bah oui, mais dans un autre côté de mon appareil psychique, il y a une réalisation. C'est pour ça que j'ai des difficultés à renoncer à mes symptômes, à renoncer à ma manière de satisfaire, parce que inconsciemment, j'ai ma satisfaction ici. D'accord? Bonsoir, Marie-Muriel Robert. Donc, nous allons continuer. Et pour pouvoir continuer, il nous dit Freud, où il va nous proposer pour continuer notre lecture épistémologique. Non, ce n'est pas une lecture épistémologique. Pour continuer notre lecture de Freud, lui-même, il va nous dire qu'il faut altérer notre raison, qu'il faut arriver à avoir une raison sans raison, Mylène. Une raison sans raison. Pourquoi? Pour pouvoir admettre une nouvelle raison, un nouveau fonctionnement. Parce que l'inconscient, il ne fonctionne pas du tout comme la conscience. Donc c'est un appareil qui, le sujet s'il vous plaît, le sujet c'est l'oubli des rêves dans l'interprétation des rêves de Sigmund Freud. Donc, c'est-à-dire que nous devons réussir pour capter, comme toujours, la nouveauté que nous présente Freud, mettre une distance sur les idées que nous avons, les a priori, les préjugés, les idées reçues, enfin tout ça c'est plus ou moins la même chose, mais disons pour pouvoir capter, voir si on peut découvrir la nouveauté qu'il nous présente. D'accord? Donc nous éloigner un petit peu de notre raison qui vient toujours, non, nous freiner, nous mettre des freins parce que ça doit, non, comme c'est carré, on est carré, donc si ça rentre là-dedans, ça va, ça passe, et si ça rentre pas, je ne peux pas l'écouter. Vous voyez, nous sommes comme ça, les êtres humains. Les êtres humains, nous avons cette tendance-là. Donc, quand on arrive à mettre une distance pour pouvoir écouter la nouveauté, waouh, ça c'est génial, parce qu'on peut écouter quelque chose de nouveau qui va quoi? Qui va remettre en cause toutes les idées que j'avais. Parce qu'une nouvelle idée, et ça il va nous l'expliquer dans le chapitre suivant de mardi prochain, qu'une nouvelle idée, ça transforme tout ma manière de penser. Donc, il va nous dire qu'il faut pour pouvoir entrer dans ce nouveau monde que nous propose la psychanalyse, il faut renoncer à notre raison. Il faut renoncer à notre manière de penser positiviste qui veut toujours des preuves, qui veut toujours des chiffres. Non, je veux dire une manière de penser qui est assez réduite. Puisque n'oublions pas que la psychanalyse, elle travaille, comme nous l'a présenté Freud ici dans l'interprétation des rêves, à partir des effets. À partir du rêve raconté, nous allons l'interpréter. Et nous allons interpréter quoi? Nous allons interpréter la cause. Mais nous n'allons pas terminer avec la cause, nous n'allons pas annuler la cause. D'accord? Parce que cette cause, en fait, que nous allons produire, elle va toujours fonctionner. C'est-à-dire que nous n'allons pas pouvoir Non, ce n'était pas à cause de ça, puisque c'est un moteur, la cause. La cause, c'est un moteur. Bon, continuons.
Donc nous allons passer directement donc, au début du chapitre. Freud il va nous dire, on pourrait penser que, avec les critiques que nous avons reçues, dans le sens où il y a certains penseurs qui sont venus critiquer Freud en disant « Mais Freud, attendez, ce que vous nous présentez là dans le rêve, ce que vous nous présentez là, c'est quelque chose qui n'est pas fiable. Le rêve que le patient va raconter, comment vous êtes sûr que c'est ce dont il a rêvé? Comment vous savez qu'il n'a rien inventé? Comment vous savez que c'est quelque chose qui n'a pas été transformé à la dernière minute? Comment vous savez que... en plus, il y a des oublis. La mémoire avec les rêves, elle est très volatile. Le matin, on se réveille et puis on sent qu'il y avait un rêve. Ah, j'ai rêvé, puis là, j'essaie de l'attraper, poum, il s'en va. D'accord? Donc, il va nous expliquer et il va dire, regardez, il y a des gens donc, qui vont s'opposer à ce que présente Freud comme matériel pour dire, voilà, alors, vous me présentez ça comme un matériel pour commencer une science. Ben, donc, tout le monde commence à le critiquer. Imaginez tous ces gens qui étaient carrés et qui voulaient des explications concrètes. Et lui, il vient présenter ce matériel qu'il utilise comme un matériel qui n'est absolument pas fiable, qui est volatile, qui change, qui se transforme, qui s'oppose. Il y a des doutes, il y a des flous dans les rêves, il y a de l'absurde. Il va utiliser ce matériel-là pour présenter sa science. Donc tout le monde allez dit, c'est vrai. Alors Freud il dit, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il pourrait tout foutre par terre, quoi. Tout notre château de cartes qu'on a monté là pendant plusieurs chapitres, on a l'impression que là, avec ce qu'il nous présente, ben, qu'ils vont tout foutre en l'air. Mais il dit, mais attention, nous savons déjà que le rêve, c'est le résultat d'une déformation. C'est le résultat d'une énergie, d'une transformation d'images en mots, et en plus qui sont passés par une censure. Donc comment, c'est-à-dire comment il ne va pas y avoir un résultat tel quel? Et en plus, nous savons que pour l'interprétation, comme nous l'avons vu dans plusieurs rêves, il dit, ce qui nous intéresse dans l'interprétation, c'est justement les petits détails. C'est justement ce qui apparaît et qu'on ne fait même pratiquement pas attention. Ben, c'est ça qui va nous intéresser. Il dit justement, c'est ça qui nous intéresse. Et donc, il va nous parler de ça. Alors, il dit que de toute façon, en général, la mémoire est complètement, elle est très peu exacte quand il s'agit de se rappeler d'un rêve. Parce que vous voyez bien que vous racontez le rêve sur... Non, en le racontant, vous êtes en train de l'inventer pratiquement. Vous essayez de traduire quelque chose. D'accord? Donc, on a très souvent l'impression qu'on est en train d'inventer. Ou on est en train de transformer ce qu'on a vu pour pouvoir le raconter. Parce que des fois, il y a des images ou des choses qu'on a vues. On dit comment je le dis. Donc, il faut l'adapter. Non, ce qu'on avait vu, il s'agissait de l'élaboration. Ce qu'on avait vu la dernière fois, qu'il s'agit de l'élaboration secondaire, c'est-à-dire le dernier travail pour que l'autre il puisse écouter, pour essayer de transmettre à l'autre l'image qu'on a comme souvenir. Donc, et il dit que le rêve donc, est toujours très fragmentaire, il est fragmentaire et infidèle. Donc on va dire, Rachid, la psychanalyse n'est pas une science, c'est une pratique de la parole. Donc on va dire que la pratique de la parole... Donc nous on va passer... Non, Rachid, nous on vient ici, on présente la psychanalyse comme une science. Vous savez pourquoi ? Parce que la science, comme toutes les sciences, la science psychanalytique, elle vient nous montrer que nous sommes aveugles, Rachid. Qu'il y a des choses que l'être humain n'a pas la capacité de voir. Que l'être humain, de la même façon qu'il n'a pas la capacité de voir que la Terre tourne autour du Soleil, il n'a pas la capacité de comprendre ses sentiments. Il n'a pas la capacité de savoir pourquoi il a choisi cette femme ou pourquoi il a choisi cette autre. Et la psychanalyse, c'est celle qui vient, on dit, éclairer, montrer une petite lumière à l'obscurité dans laquelle vit l'homme. Et la psychanalyse, elle vient nous montrer
quelque chose. Elle vient nous révéler nos secrets intimes, Rachid. Nos secrets intimes pour ceux qui osent, bien sûr, faire face à cette formation de l'être humain. Et la psychanalyse, c'est celle qui vient montrer, c'est super intéressant parce qu'elle vient montrer réellement ce que c'est qu'un être humain. La psychanalyse, elle vient nous dire que c'est parce que nous avons peur de mourir que nous vivons comme maintenant. On a le pouvoir sur nous, ils ont le pouvoir de nous manipuler comme ils veulent. Pourquoi? Parce qu'on a peur de mourir. Cyrielle, elle dit, c'est la science des profondeurs. Ben, vous voyez, Cyrielle, on dit que ce n'est pas exactement des profondeurs. Parce que dans ce sens-là, Rachid, il a raison. Pourquoi? Parce que ce n'est pas les profondeurs, c'est le discours du sujet. On ne va pas s'intéresser au rêve qu'a fait le patient. On va s'intéresser à ce qu'il nous dit de son rêve. Vous voyez, ça, c'est la surface. C'est le discours. Et c'est ça qui va nous intéresser. C'est pour ça que là, dans ce chapitre, Freud il va nous dire qu'en fait, il y a une nouvelle objectivité. C'est-à-dire qu'on ne s'intéresse plus pour essayer de chercher la vérité, sinon que nous savons que cette vérité, elle va devoir être interprétée. Il va devoir y avoir une interprétation pour connaître réellement le récit, pour comprendre le rêve, pour produire la réalisation de désir. D'accord? On ne guérit pas, Arturo, on ne guérit pas de la peur de mourir, sinon qu'on peut devenir mortel, vivre comme un mortel. D'accord? C'est-à-dire que la tendance de l'être humain, c'est nous avons tendance de vivre comme des immortels. Oh, ben je ferai ça demain. Simplement cette petite phrase révèle notre sens de l'immortalité, de vivre comme des immortels. De la même façon qu'on pourrait dire vivre comme un immortel, ça veut dire vivre comme si, ou vivre comme un mortel, pardon, vivre comme un mortel, donc en sachant que je vais mourir, donc de savoir, non, parce qu'en fait c'est une connaissance. Il y a, Arturo, un poème de César Vallejo qui s'appelle Hallazgo, où il nous montre dans son poème comment il a découvert qu'il était vivant. Parce qu'en fait, se devenir mortel, c'est commencer à vivre. D'accord? C'est pas une guérison, c'est commencer à vivre. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas mortel, on est immortel. Donc, est-ce qu'on est vivant? Est-ce que réellement on vit? On peut se poser la question, non? Donc, il va nous dire que nous sommes arrivés donc avec un nouveau matériel, avec un matériel qui va nous présenter un nouveau niveau d'objectivité. D'accord? Donc ce nouveau niveau d'objectivité, c'est celui qui va montrer que justement dans la psychanalyse, ce qui m'intéresse, c'est pas le gros drame que le patient va venir me présenter, tout ça. Non, c'est-à-dire que le patient, quand il commence une psychanalyse, par exemple, il peut venir avec ses drames. Regardez ce que je vous apporte, mes drames, mes difficultés. Et Freud il va dire non, c'est sur le petit détail. Sur cette petite conjonction qui n'a pas été placée là où il fallait. D'accord? C'est-à-dire que c'est sur les petits détails, et dans le rêve, il nous le montre. D'accord? Quand il dit que le rêve, on va utiliser donc du matériel qui est récent et du matériel qui n'a pas beaucoup de valeur. Pourquoi? Parce que c'est justement là où est caché ce qui nous intéresse en psychanalyse. Derrière des choses qui ne sont pas importantes pour le sujet. Parce que quand elles sont très importantes, d'accord, c'est-à-dire qu'elles sont complètement camouflées, on ne va jamais pouvoir rien voir. Tandis que là où on va pouvoir lire, là où on va pouvoir interpréter, c'est sur ce matériel, sur les détails, les choses insignifiantes. D'accord? Il y a un exemple comme ça que donne le directeur de l'école de psychanalyse et poésie Grupo Zero à Madrid, qui nous dit... Voilà, un patient qui arrive et qui dit « J'ai rêvé avec un troupeau de vaches. » Et il y avait comme une centaine de troupeaux de vaches comme ça qui couraient dans un sens, c'était fort et tout. Tout d'un coup, il va dire « Et il y en avait une qui avait un petit point noir. »
Ben voilà, c'est le petit point noir qui va nous intéresser, pas le gros troupeau de vaches. C'est le petit détail. D'accord? Donc, et en plus, il va nous dire que lui, il a déjà fait l'expérience, parce qu'il faut dire, quand il écrit l'interprétation des rêves, Freud, il dit qu'il a déjà interprété des milliers de rêves. Des milliers de rêves. Ça fait 10, 15, 20 ans qu'il travaille, qu'il voit ses patients. Donc il a déjà interprété beaucoup de rêves et en plus il a vu comment ces rêves étaient en relation directe avec la vie psychique des patients. Donc, et il va nous raconter que de temps en temps, quand il voit qu'il y a un rêve qui est très confus ou un rêve, oui, un rêve qui est très confus, qui a une compréhension qui n'apparaît pas comme ça rapidement, pour lui, il demande au patient de lui répéter le rêve. Il dit, vous pouvez répéter le rêve là? Et donc il dit, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il se passe que les points qui étaient, on va dire, les moins travaillés, les points, donc, on va dire, les détails, ce qui était le moins travaillé, ce qui était le moins camouflé, d'accord? Les points qui étaient le moins camouflés, c'est justement ces points-là où, en re-racontant l'histoire, il va les recamoufler. Donc Freud, comme il a bien pris note du premier récit, quand le patient répète le récit, il voit là où il y a une différence. Il dit là où il y a une différence, c'est là où se cache l'énigme. C'est là où je vais pouvoir entrer pour écouter. C'est ça que je dois écouter. Pourquoi? Pour pouvoir interpréter. Alors, Esmi. Bon, nous, on va continuer, Esmi. Je suis désolée, je ne suis pas venue ici pour expliquer. D'accord? Vous pouvez penser, et je pense que c'est très intéressant, que la psychanalyse est une science, qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de controverses. D'accord? Il y a encore beaucoup de controverses sur la psychanalyse. Il y en a beaucoup qui préfèrent mettre la psychanalyse dans un tiroir et s'occuper d'autre chose. Et puis, bon, ben, chacun casse la tienne, comme disent les Français. D'accord? Chacun fait ce qu'il peut, chacun va regarder par rapport à ses idées. La psychanalyse, c'est un voyage qui demande une transformation du sujet et que, en général, on n'a pas vraiment envie de changer les êtres humains, ils sont contents comme ils sont. Interprétation du rêve et la voie royale vers l'inconscient. Le rêve, ce n'est pas inconscient. Non, le rêve n'est pas inconscient, effectivement. C'est la voie royale vers l'inconscient, effectivement, Rachid. Donc le rêve, ce n'est pas l'inconscient puisqu'il est raconté. Donc il est conscient. Mais c'est un travail de l'inconscient. C'est un effet du travail de l'inconscient. L'inconscient ne va jamais rien pouvoir savoir. On n'a pas accès à l'inconscient. Vous voyez, l'être humain, il n'a pas accès. Oui, Sigmund Freud développe un travail énorme avant d'écrire l'interprétation des rêves. Exactement. C'est-à-dire qu'on avait dit que l'interprétation des rêves, c'était un texte d'exposition, où il venait nous montrer les résultats de son travail. Et il a choisi les rêves pour que justement on ne dise pas non, mais ça ce sont des produits, des névrosés, tout ça. Donc il a choisi un produit que tout le monde, que tous les appareils psychiques produisent. Donc effectivement, que le rêve, c'est un effet de l'inconscient, ce n'est pas l'inconscient, effectivement Rachid, puisqu'on n'aura jamais accès à l'inconscient. Une fois qu'il y a lieu la répression première, oui, pas de plus facile. Reda, je comprends pas Reda, pas de plus facile. Bon, donc, à partir des effets, c'est pour ça que l'inconscient, on va le produire, Rachid. C'est à partir de l'effet de l'inconscient, le récit du patient, son association libre, que le psychanalyste, avec une écoute particulière, formée, supervisée, analysée, il va avoir l'instrument nécessaire. Pourquoi? Pour interpréter le rêve. Et interpréter le rêve, ça veut dire quoi? Ça veut dire produire l'inconscient, produire le désir inconscient. Bon, on continue. Ok, et je continue. Donc, on avait dit que... on avait dit... Donc, j'avance plus vite que
Je n'écris. Alors, on va dire un... Donc, il va nous dire, par exemple, donc il nous a déjà donné l'exemple, non, quand il demande aux patients de répéter un rêve et qu'on voit comment, parce qu'il dit que quand le patient va répéter un rêve, c'est-à-dire que d'une certaine façon, il se rend compte que Freud, il est spécialement intéressé par ce rêve. Donc, il va rajouter, non, des parties pour cacher le matériel. Parce que nous devons savoir, non, et c'est aussi à cause de ça, de cette opposition qui existe face à la psychanalyse, c'est que notre appareil, il ne veut rien savoir, puisqu'il y a, en fait, c'est ce qu'il va venir nous dire dans ce chapitre, Freud, sur l'oubli. Pourquoi l'oubli, il existe? Parce que je ne veux rien savoir, parce qu'il y a une résistance. Je ne veux rien savoir de mon implication dans ma vie. Je préfère laisser ça, non, aux politiciens. Personne ne s'occupe, non, enfin, personne, peu de gens. Qu'en est-il des cauchemars? N'est-ce pas plutôt des peurs que des désirs? Ça, c'est dans Pascal, bonsoir. Ça, c'est dans la conscience. Dans la conscience, ça apparaît comme une peur. Bien sûr, puisqu'on se réveille, on a peur. Mais Freud, il va nous démontrer, donc, dans 2 chapitres plus tard, Pascal, que le rêve d'angoisse, c'est la réalisation d'un désir. Et il va nous expliquer, justement, le fonctionnement de l'appareil face à l'angoisse. Et une autre chose, Pascal, qui va nous dire, c'est que, en général, les rêves d'angoisse, donc les cauchemars, c'est rêvé par des personnes qui sont au préalable angoissées. D'accord? Donc c'est quelque chose qui est en relation avec notre situation, non, angoissante. C'était une réponse, cher Clémence, à un commentaire. Ah, pardon. Alors attendez, on va dire, qu'est-ce que vous disiez? Donc oui, pas plus facile. Bon, je me suis perdue. Donc on disait... Bon, je me suis perdue, désolée Reda. Est-ce qu'on peut dire le rêve est un compromis? C'est le substitut par le moi pour réaliser un désir. Le rêve est un compromis avec quoi? On dit que le rêve, vous vous rappelez, on avait dit que le rêve c'était le gardien du sommeil. Non, d'ailleurs, Freud il commence le chapitre de la psychologie de l'inconscient, la psychologie de l'inconscient, la psychologie onirique, en nous racontant un rêve où justement il montre comment le dormeur, il aurait dû se réveiller par l'angoisse et pourtant il a préféré maintenir, il a gardé, il a continué à dormir pour continuer à rêver. Donc c'est réaliser un rêve, je ne comprends pas bien, Nabila, votre question. Un compromis, le rêve est un compromis. C'est quelque chose de très égoïste, un rêve, non? C'est une réalisation de désirs sexuels infantiles réprimés, donc c'est quelque chose de très égoïste. C'est quelque chose où on n'a justement pas de compromis avec l'extérieur, où c'est rien qu'avec... pour réaliser, en plus, ce qu'il va nous dire, c'est simplement pour réaliser un désir de l'enfance. De la première enfance, c'est un retour au passé. Même si il a pris les éléments de notre vie actuelle, non? Rachid, à quel moment de l'analyse on se libère des symptômes? Bon, ça dépend à chaque fois des symptômes, non? De quels symptômes on parle? Parce que je veux dire qu'il y a, on va dire, le névrosé, on va dire, quand est-ce qu'on arrive à arrêter d'être un névrosé, à être en relation avec sa situation d'être humain. Quand on parlait tout à l'heure de l'angoisse, l'angoisse c'est un élément qui fait partie de notre vie, la culpabilité c'était quelque chose qui fait partie de notre vie, il y a beaucoup de choses qui font partie de notre vie. Quand on arrive à ne plus croire peut-être à nos sentiments, quand on ne se laisse plus tromper par la conscience. Mais ça c'est peut-être pas un symptôme, ou si, ça dépend. Comment on va le voir? Qu'est-ce que ça veut dire un symptôme? D'accord. Donc justement, il va nous montrer quelque chose qui est très intéressant, puisqu'il va nous dire, il va nous parler aussi du doute.
le doute quand il est exprimé dans un rêve. Non, ah, je ne sais pas si c'était ça ou si c'était ça ou je ne sais pas. Donc il y a un moment qui est complètement, un moment qui est complètement flou. D'accord? C'est quelque chose qui est complètement flou, le doute, puisque on se pose la question à savoir qu'est-ce qui se passe, non? Et donc on a l'impression que donc avec le doute, effectivement, il n'y a aucune garantie de rien. Il doute, il ne sait pas sûr si c'est sa maman ou sa tante, si c'est sa maman ou sa sœur, si c'est sa sœur ou son frère, non? Et en fait, il va nous dire un truc qui est super intéressant, il va nous dire donc que le doute va cacher quelque chose qui est le véritable, on va dire, alors attendez, la véritable origine. Donc, donc il dit que quand on voit qu'il y a un élément du doute, quand il y a un doute, l'élément qui soutient, il dit ce doute, d'accord, c'est quelque chose qui est en relation directe avec les idées latentes. D'accord? Donc c'est quelque chose qui va nous intéresser aussi spécialement. C'est-à-dire qu'il y a comme eu une tentative de cacher qui n'a pas réussi à cacher. De toute façon, on avait vu dans le chapitre antérieur que quand justement le patient va donner un élément dans le rêve en disant je ne suis pas sûr si c'était ma mère ou ma tante, Freud dit c'est un élément de condensation. C'est-à-dire que c'était sa mère et sa tante. D'accord? Et ensuite, et il va dire aussi que le doute aussi c'est un manque de confiance. D'accord? Un manque de confiance sur cet élément, un manque de confiance. Alors, attendez, on va continuer. Donc, attendez, là vous avez des questions. Donc, les rêves prémonitoires existent-ils? Donc, je ne vois pas bien votre nom, mais si vous posez la question, c'est parce que vous pensez que oui. D'accord? Donc, sinon, vous ne poseriez pas la question. Et je suis désolée, mais pour la psychanalyse, Freud l'a déjà expliqué, pour la psychanalyse, les rêves ne sont pas prémonitoires. Égoïsme inconscient. Peut-on dire cela? Que l'inconscient est égoïste? Est-ce que l'inconscient est égoïste? Je ne sais pas exactement qu'il est égoïste, sinon qu'il n'a pas la morale de notre conscience. Non, on va voir ici justement dans le chapitre, il va dire que l'inconscient, il ne calcule pas, il n'est pas capable il s'intéresse pas à prévoir, il ne calcule pas, il ne juge pas. La seule chose qui l'intéresse, c'est s'exprimer, fabriquer des rêves, fabriquer des rêves, fabriquer des rêves, ou fabriquer autre chose. Dans la vie réveillée, non, dans la vie réveillée, le névrosé, qu'est-ce qu'il fait? Il fantasme. Donc vous voyez, par exemple, Rachid, on disait, est-ce que ça c'est considéré comme un symptôme fantasmé? Parce qu'il y a des gens qui fantasment toute la journée, surtout comme maintenant, comme on est en confinement, qu'est-ce que tu fais? Je fantasme. C'est-à-dire, j'imagine une autre vie, parce que celle-là ne me plaît pas. On dit, les gens qui sont heureux n'ont pas besoin de fantasmer. Les gens qui sont heureux n'ont pas besoin de fantasmer. Fantasmer, à chaque fois, c'est échapper de la réalité. Se faire son petit rêve. Et en plus, il y a des fantasmes qui sont, on va dire, des fantasmes conscients. Donc, on peut raconter, oui, j'ai des fantasmes. En général, c'est des fantasmes répétitifs. On revient toujours à répéter la même histoire. Et après, il y a les fantasmes qui sont inconscients, qui, comme un rêve, doivent être, on va dire, doivent être produits, non ? Doivent être produits dans une séance psychanalytique. Parce que vous devez savoir que, comme maintenant on parle de l'oubli des rêves, mais quand on parle d'un oubli de rêve, on parle toujours de ce patient qui vient à la séance et qui vient et qui montre qu'il a oublié un rêve. Donc, Élise nous dit, j'ai tendance à rêver que je pleure et que j'ai honte. Donc, vous voyez, il n'y a pas de miracle, je veux dire qu'il faut passer, si vous voulez vraiment savoir ce que veut dire votre rêve, ben, il faut passer par le divan, il n'y a pas de... En plus, vous savez que le psychanalyste comme la psychanalyse, le psychanalyste n'a pas le droit d'aller interpréter à droite à gauche les choses quand on ne lui a rien demandé. Ça veut dire quand on ne l'a pas demandé, c'est-à-dire qu'on ne lui a pas dit, voilà, tel jour, telle heure, à tel endroit.
D'accord? Ça veut dire qu'il faut, c'est comme vous allez un dimanche, non, ou un dimanche soir chez le boulanger, vous lui dites je veux un pain, il va dire attendez demain matin. D'accord? C'est-à-dire que on doit, je ne sais pas comment on dit en français, mais enfin on doit utiliser les services du psychanalyste quand on veut découvrir les secrets de ses rêves. Et en plus, ce qui va nous dire Freud, c'est-à-dire Élise, c'est pas que moi je comprends de quoi il s'agit votre rêve et que je ne veux pas le dire. On a besoin de l'association libre. En plus, ça c'est résumé en 2 phrases et que très certainement, dans un divan d'un psychanalyste, le rêve, vous allez le raconter de façon complètement différente. D'accord? C'est-à-dire que ce sont des éléments, non? Et en plus que j'ai tendance à rêver. Un jour c'est comme ça, un autre jour c'est différent, un autre jour c'est différent. Ah, apparemment c'est le même. Mais c'est jamais le même. D'accord? L'être humain, il n'est pas capable de répéter la même chose. À chaque fois, c'est différent. Et quand celui qui écoute, il n'écoute pas la différence, c'est que c'est celui qui écoute qui a un problème. Alors, tu as les oreilles bouchées, tu ne vois pas les différences. Parfois, il n'y a pas d'autre solution que de fantasmer. Anne, Anne. Bon, il n'y a pas d'autre solution. Pourquoi vous voulez trouver des solutions? Pourquoi vous n'avez accepté pas ce qui se passe? Sans solution. Pourquoi vous voulez des solutions? Solution à quoi? Solution à quoi? Alors, on utilise le fantasme pour s'échapper quand la réalité ne nous plaît pas trop. Simplement, c'est une tendance de l'être humain. Il a cette capacité-là. Vous voyez, il n'y a pas la capacité de prévoir dans ses rêves ce qui va se passer demain, mais il a la capacité de fantasmer. C'est une autre manière d'échapper à la réalité. D'accord? Donc, pendant la nuit, il rêve, il va fabriquer. Donc, on va voir que c'est tout un retour au passé. Et pendant la journée, il a la possibilité de fantasmer. Mais ce dont il s'agit, Anne, c'est de vivre. C'est de vivre. Non? De pouvoir d'être dans le présent, de pouvoir tolérer ce qu'il passe. Parce qu'on s'échappe, parce qu'on ne tolère pas. On ne tolère pas le déplaisir que la réalité nous présente. Donc, poup! Ou d'inventer un futur. Mais attention, inventer un futur, après, il y a planifier le futur. Ça, c'est pas fantasmer. D'accord? Donc, là, en disant, bon, on va ouvrir une entreprise, on va commencer, ou par exemple, moi, avec les cours de psychanalyse sur Facebook, je me suis proposé l'idée, j'ai fait le planning, j'ai dit tel jour tel texte, tel jour tel texte, tel jour tel texte, j'ai organisé. D'accord? Mais ça, c'est pas inventer un futur, c'est préparer quelque chose. On ne peut pas changer la réalité. Si, Anne, on peut changer la réalité. On peut la regarder de façon différente. Ou vous croyez que nous vivons tous dans le même confinement? Il y a des gens qui sont terrorifiés, il y a des gens qui disent « Oh, quelle chance! Je vais pouvoir faire ce que je n'ai pas l'habitude de faire. » Non, nous vivons dans une réalité, chacun sa réalité. Et selon quoi? Selon sa position psychique. C'est-à-dire que quand on a une position, non, et cette position, donc on va voir demain dans le cours de la vie sexuelle humaine, donc c'est selon notre relation avec quoi? Avec le complexe d'Oedipe. D'accord? C'est-à-dire avec la loi humaine. Et quelle est la loi humaine? Que nous sommes mortels. Et la loi humaine qui est venue nous montrer non seulement que nous sommes mortels, bon, ça apparemment nous le savons, mais pourtant nous vivons comme des immortels. Et d'un autre côté, la loi qui est venue nous dire que non, la loi de l'inceste. Et ça, c'était quelque chose où que va faire le sujet par rapport à cette loi? Ben, il va dire « Ah non, 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 je ne l'aime pas, je m'en fous, je fais comme si elle n'existait pas. » Donc c'est notre relation avec cette loi, non? Il y en a d'autres qui directement font comme si... Donc il y en a, on disait l'autre jour que le névrosé, ce qu'il fait, c'est qu'il connaît la loi, mais comme il ne l'aime pas, ben, il fait autre chose, il fait comme si elle n'existait pas. D'accord? Il refuse, donc il s'en va dans ses fantasmes, ou dans ses fantasmes, la loi n'existe pas. D'accord? Le psy fantasme sur ce qui se passe par son patient, non. Non, le psy ne fantasme pas, il écoute, Pascal. Simplement, il va écouter pour voir les petites choses qui ne sont pas normales, pour voir les répétitions, pour écouter les rêves,
pour écouter si, j'ai déjà dit, les répétitions, les oublis, les lapsus, les formations de l'inconscient. Le psychanalyste, ce qu'il va faire, c'est écouter les formations de l'inconscient. Pas imaginer, ni fantasmer, ni faire d'hypothèses. Hypothèse de quoi? Il veut donner des explications. Le psychanalyste, il doit interpréter. Interpréter quoi? Le désir sexuel infantile réprimé. Mais bien sûr, il est camouflé. Parce que, imaginez, il est réprimé. C'est quelque chose que le sujet ne veut rien savoir. Quand il nous dit Freud ici, il va nous dire dans ce texte que l'oubli, c'est... Pourquoi on oublie ses rêves? Parce qu'on ne veut rien savoir de cette partie-là. Il va nous raconter, pour ceux qui ne peuvent pas rêver dans le sommeil profond, pourquoi ils ne peuvent pas. Justement, donc c'est pas qu'ils ne peuvent pas rêver dans le sommeil profond, vous pouvez rêver. Ce qu'il va nous dire, c'est que quand les gens ne se rappellent pas des rêves, c'est parce qu'il dit que pendant qu'on rêve, la censure, qui travaille tout le temps, là comme maintenant, moi je parle et ma censure, elle travaille. C'est-à-dire que mon inconscient, il passe pas. Bah, de temps en temps, si je me trompe, si j'oublie, si je fais un lapsus, boum, l'inconscient, il est passé. C'est ça qu'on va écouter du patient. Et on va l'écouter en fonction de l'association qui va s'ajouter à ça. Donc, qu'est-ce qui se passe pendant le rêve? Pendant le rêve, le niveau de censure, il diminue. Il dort. Il diminue. Donc, il y a la possibilité de production, on va dire, d'un laisser-passer qui est plus ample. D'accord? Et donc, il y a des choses qui se produisent et qui sont plus... il y a plus de... Le désir, en fait, il est moins... Même s'il est bien déformé, il passe plus facilement. La censure, elle est plus relaxe. Mais qu'est-ce qui se passe quand je me réveille? Oups, la censure aussi se réveille. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle oublie. Elle fait qu'on oublie tout le rêve. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui se réveillent le matin et j'ai oublié mon rêve. Ou qui peuvent même ne pas avoir la sensation d'avoir rêvé. D'accord? C'est-à-dire, je ne veux rien savoir de tout ça, pas une trace. Je ne veux plus voir. D'accord? Donc, on va dire... donc, il va nous raconter, par exemple, pour montrer un petit peu... Exactement, André. Vous voyez, donc il y a des gens qui s'autocensurent. Alors, je ne sais pas comment on fait. Non, parce qu'en général, nous, les êtres humains, nous subissons en fait les processus. Nous voyons ce qui nous arrive. Parce que s'autocensurer, je ne sais pas si c'est possible. Non, qu'est-ce que ça veut dire, s'autocensurer? Se réveiller toutes les 5 minutes? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont des difficultés à dormir pour ne pas rêver. Pour ne pas rêver. Les obsessions sont des formations de l'inconscient, oui, ce sont des symptômes selon les formations de l'inconscient, oui, Rachid, et qui peuvent être interprétés tout comme peut l'être un rêve. D'accord? Donc, je continue. Il nous raconte, dans son histoire, donc il nous raconte, Freud, il nous dit qu'il y a un patient qui se présente, alors regardez, un patient qui se présente à la séance et qui dit « Je sais que j'ai rêvé quelque chose, mais je l'ai oublié. » Donc, il dit déjà ça. Non, quand le patient présente un oubli en séance, c'est une agression. Alors, ce n'est pas une agression sur son psychanalyste, c'est une agression sur sa propre analyse. D'accord? C'est-à-dire que nous devons savoir que le patient qui se présente en séance, le patient qui dit vouloir s'analyser ou commencer une psychanalyse, il y a une partie de lui qui dit que oui, et il y a son appareil qui dit que non. L'être humain ne veut pas changer. Donc la psychanalyse, c'est un instrument qui va l'aider à pouvoir supporter toutes ces résistances. Parce que ce qu'il va nous dire Freud, c'est que l'oubli, c'est une résistance. Et quand on prend ce cas, donc de ce patient qui se présente en disant non, j'ai oublié le rêve, j'ai oublié le rêve. Donc Freud, il dit, il l'écoute comme, non, il l'écoute pas comme une agression, sinon qu'au contraire, il l'écoute comme quoi, je ne fais pas attention, il l'a oublié. Et donc le patient s'allonge, il commence à parler, et tout d'un coup il s'arrête. Donc Freud dit, il s'arrête, résistance. D'accord? De quoi? Bien, résistance. Donc Freud il commence à parler un petit peu avec lui, et ils arrivent, tous les deux, donc Freud ne l'explique pas là, mais ils arrivent, il dit, à dénouer la résistance qui s'opposait
à la suite de son discours. Parce que justement, il y a des résistances dans tous les sujets, qu'il y a des résistances. Et ce n'est pas quelque chose ni de bien ni de mal, c'est quelque chose qui a lieu. L'être humain, il va résister au changement, il va s'opposer aux modifications. Son appareil, il est fait comme ça. On ne peut pas l'éliminer, on ne peut pas dire « ah, c'est mal, toi tu résistes, tout ça, c'est pas bien ». Non, on ne peut pas le transformer. D'accord? Et donc, il va nous dire, donc dans ce rêve qu'il nous dit, donc il commence à parler avec le patient un petit peu, et quand il a réussi à dénouer la résistance qui empêchait le patient de poursuivre son récit, le patient il dit « ça y est, je me souviens de mon rêve ». Et donc là, donc vous voyez, c'est-à-dire que Freud dit, c'est-à-dire que c'était la même résistance qui avait provoqué l'oubli que la résistance qu'il a eue quand il a commencé à parler. Donc quand on lève une résistance, il y a d'autres choses qui arrivent. Anne. Non, mais la vie commence aujourd'hui. Non, il n'y a pas une chanson française qui dit comme ça? La vie commence aujourd'hui. Bien sûr qu'on peut changer. Bien sûr qu'on peut changer. Commencer sa psychanalyse, c'est commencer à changer tout de suite. Vous prenez rendez-vous avec un psychanalyste et votre vie commence à changer. Premièrement, parce que vous avez été capable de demander de l'aide. Il y a des gens qui n'ont jamais demandé de l'aide, comme s'ils n'en avaient pas besoin. Je veux dire, il y a des gens, simplement, en prenant rendez-vous, ça y est, sa situation se transforme. Ils ont une autre relation avec leurs symptômes, avec leurs difficultés, avec leurs obstacles. Et donc, obligatoirement, toute la réalité change. D'accord? Commencez à avoir un autre regard sur ce... Parce que pourquoi? Parce qu'on peut penser que ça va se transformer. Alors, simplement parce que je pense que ça peut se transformer, la résistance n'est-elle pas toujours du côté de l'analyste? Ah, ça, c'est une bonne question. On dit toujours non, parce que c'est de l'appareil, Carinette. D'accord? C'est-à-dire que la résistance, c'est quelque chose de l'appareil. Mais c'est vrai qu'on dit aussi que quand il y a résistance, c'est aussi la résistance du psychanalyste. Effectivement. D'accord? Ce n'est pas que le psychanalyste, il est libre, que lui aussi. C'est pour ça qu'on dit que le psychanalyste, il doit être en formation continue, dans plusieurs groupes d'études. Il doit continuer sa propre psychanalyse plusieurs fois par semaine. Il doit superviser les cas qu'il présente, qu'il reçoit. Je veux dire que justement pour éviter, parce que sinon le psychanalyste aussi, il a sa résistance, bien sûr que oui. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est une machine en fait. Commencer à se psychanalyser, c'est rentrer dans une machine qui va nous permettre à nous libérer. À nous libérer. À ne plus mettre autant de freins sur tous les freins que nous avons dans notre vie qui nous empêchent, qui détournent l'énergie pour que l'énergie elle soit là pour réaliser d'autres choses. Bon, je vais regarder encore s'il nous raconte d'autres choses, Freud, des trucs intéressants dans ce chapitre. Donc, il dit, donc il va nous dire que, c'est pour ça qu'il va nous dire que l'oubli dans un rêve peut, en analyse, être reconstruit. Parce qu'ici, dans ce chapitre, et c'est super intéressant, parce qu'il va nous parler de l'association libre. Non, c'est-à-dire, je raconte mon rêve. Non, on l'a vu dans les cas, Freud, il nous présente plein de cas comme ça. Je raconte mon rêve, et à côté de ce rêve que je raconte, je vais dire, ah oui, ça me fait penser, ce fauteuil-là qui était bleu, ça me fait penser au fauteuil de ta. Il dit, et on continue à associer. Et puis après, le bleu, là, ça me fait penser aux peintures de Yves Klein, que quand il faisait les femmes nues qu'il avait fait, voilà. Bah, ça y est, moi je commence mon association libre. Donc vous voyez, donc ça va passer par rapport donc à ma propre histoire. Et donc il va nous montrer que notre mémoire, en fait c'est comme une sorte de grande toile d'araignée, mais où il n'y a pas de liberté. Que quand tout d'un coup j'ai vu le bleu, tout de suite je suis allée à mon endroit du bleu. Alors c'est pas toujours le même endroit où je vais aller. Mais en fait, il va nous montrer que la liberté, ça n'existe pas pour l'être humain. Que quand on demande au patient d'associer librement, en fait, ce qu'il va nous montrer, il va nous montrer les chaînes d'association qu'il y a dans sa façon de penser, dans sa façon, dans ses signifiants, on va dire. C'est-à-dire les mots qui sont en relation pour lui.
les mots, les sens, la cadence, tout ce qui est en relation, pour lui, il va nous montrer comment il est surdéterminé. Et dans la psychanalyse, il y a la possibilité, il y a la possibilité de modifier cette surdétermination pour que l'association ne se fasse pas toujours, non, sur le même passage, que je ne veux pas toujours au même bleu. Et donc, il va nous montrer cette association, donc en disant qu'on n'a pas cette liberté. De la même façon qu'on va voir qu'on n'oublie pas, que quand on oublie quelque chose, non, quand il y a des choses que justement, parce qu'il dit en fait Freud qu'on va oublier, qu'on va rejeter de notre vue, qu'on va réprimer, simplement par déplaisir. Parce que c'est quelque chose qu'on a des difficultés, nous sommes très narcissistes. Quand on vient nous dire que nous ne savons pas tout, que nous avons... Ah, tu te trompes. Ah, quelle horreur. Non, ça veut dire que l'être humain, il est comme ça. Quand quelqu'un nous dit qu'on s'est trompé, quelle horreur. Quand quelqu'un vient nous corriger, on ne supporte pas. Quand on nous dit tu as tort. Oh. Donc nous, on voudrait être parfait. Donc c'est pour ça qu'on va dire que l'être humain, il vit un petit peu, vous voyez, un petit peu délirant. Délirant dans le sens où nous sommes dans un mécanisme de transformation constant. À chaque fois, l'expérience que nous sommes en train de vivre comme maintenant, où nous avons la capacité d'apprendre, où nous n'apprenons rien et on retombe dans la même situation dans 3 jours après. Mais qui va être capable d'apprendre de cette situation de confinement que nous sommes tous en train de vivre? Alors il y a des gens qui croient, qui ont appris. Ah ben oui, j'ai bien vu que... Et ils continuent à être les mêmes. Je veux dire, parce que apprendre, qu'est-ce que ça veut dire? C'est plus être le même, c'est changer. Anne, on a la possibilité, l'être humain, il a la possibilité de changer de personnalité. Changer de personnalité dans le sens où je peux parler avec vous et avec Karinette, je parle d'une autre manière et j'ai une personnalité différente avec chacune. L'être humain, il a cette capacité-là. Mais attention, il ne se le permet pas. Non, il ne se permet pas. Pourquoi? Parce qu'il n'aime pas les surprises, il veut tout calculer, tout contrôler. Donc, la liberté est réduite. Effectivement, la liberté est réduite. D'accord? Mais l'être humain, normalement, il devrait se présenter dans les situations avec la tête vide, sans idée reçue, sans savoir ce qui va se passer, sans penser ce que l'autre, qu'est-ce qu'il va me dire l'autre, etc. Est-ce que je vais penser, est-ce que je vais répondre bien? Vous voyez là, la morale. La morale qui m'empêche de vivre correctement. Parce que ce qui m'intéresse, c'est de bien. Le but de l'analyse, c'est de lever le refoulement. De refulmer, oui, à tout âge, Anne, à tout âge. De lever, il n'y a pas d'âge pour l'appareil psychique. L'appareil psychique, il n'a pas d'âge. D'accord? C'est un appareil qui continue à fonctionner. Une fois qu'il a été construit, il fonctionne de la même façon. Donc, c'est de lever certaines répressions. Mais c'est des répressions qui ont été mises, la même chose, Rachid, pour du déplaisir. Pour du déplaisir, parce que tout d'un coup, je ne veux rien savoir de cet amour que j'ai pour cette personne, parce que je considère que ce n'est pas convenable. Donc je me le cache, donc je réprime, donc je ne veux même pas le savoir pour moi-même, parce que j'ai une attirance vers une personne que je considère que non, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle va dire ma mère? Non. Alors c'est des choses comme ça qui nous arrivent. On réprime des petites choses comme ça. Des choses qui nous procurent des choses, non, parce qu'on veut toujours le plaisir, le bien-être, l'harmonie, l'équilibre, ne pas être dérangé, vivre en paix. Ça, c'est pas la vie, hein. Ça, c'est pas la vie. La vie, c'est de déranger. La vie, c'est d'avoir des implications, parce que Anne, il faut, claro, on va dire que d'une certaine façon, on va nous dire des choses comme c'est. En fait, la psychanalyse, elle va nous dire des choses qu'on a réprimées. C'est pour ça que ça produit un petit peu de non? Que du coup, on se présente, non? Comme l'autre patient qui se présente à la fois, j'ai fait un rêve, mais je l'ai oublié. J'en ai marre de ça, j'en ai marre de cette psychanalyse, je ne veux plus rien vous dire parce que je me transforme. Donc c'est pour ça qu'il y a d'un côté, il y a une partie qui veut et une autre partie qui dit non. Et on ne peut pas l'éviter. D'accord? Donc il va dire que tout ce qui s'oppose
L'oubli d'un rêve, c'est une résistance à l'analyse. Et il va dire tout ce qui s'oppose à la progression d'une analyse, c'est une résistance. Donc directement, il va dire quelqu'un, mais ce n'est pas quelque chose, c'est pas... parce que j'ai l'impression que je dis ça comme en disant ouais, attention, c'est mal, il y a résistance. Non, non. C'est que le psychanalyste, il doit l'écouter comme ça. Résistance. Et qu'est-ce que ça veut dire résistance? Ça veut dire qu'on s'est approché de quelque chose dont il ne veut rien savoir. D'accord? C'est-à-dire, parce qu'il peut parler, pom, 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 et tout d'un coup, tac, il ferme la porte. Il résiste. Il tombe malade, il dit non, je peux pas venir aux séances parce que je suis malade. Ou maintenant c'est le confinement, donc vu les circonstances, je vais interrompre ma psychanalyse. Résistance. La vie, c'est des conflits entre plusieurs tendances. Non, je ne suis pas d'accord. Ça, c'est, on va dire, la vie de notre appareil psychique. Mais dans notre vie, ce n'est pas obligatoirement la même chose. Une chose, c'est notre vie psychique, où on va dire qu'il y a des forces qui s'opposent, mais ça, c'est pour le faire fonctionner. Il y a un inconscient qui veut s'exprimer. Et il y a la censure qui dit toi, tu passes pas, hein. Que la conscience, elle ne va pas tolérer. Hein. La conscience, elle n'aime pas du tout ce que tu vas lui présenter. Donc, tu dois te déformer. Et donc, là, il y a un conflit, non? Un conflit, une transaction, on va dire, dans le sens où il y a une déformation pour que ça passe. Et donc, ça passe, et ça va continuer à passer, ça va passer pour tout le monde, et ça va passer tout le temps. Donc, c'est pour ça qu'il montre bien Freud avec l'idée des rêves, non? D'ailleurs, il va nous dire... S'il y a résistance, le patient est sur la bonne voie de guérison. On ne parle pas de guérison, Olivier. On parle de transformation, d'autoconnaissance. Une psychanalyse, c'est une autoconnaissance et une autotransformation. D'accord? Parce que sinon, non, là j'ai vu par exemple dans le livre de l'interprétation des rêves de Freud en français, il parle de malade. Oui, le malade de Freud. Non, c'est des patients. D'ailleurs, ce n'est pas des malades. Une fois qu'on commence sa psychanalyse, on n'est plus malade. D'accord? Mais c'est vrai qu'on est, parce que quand il y a résistance, c'est qu'on est proche. Oui, mais on ne sait jamais ce que le patient va faire, Olivier. Il y en a qui abandonnent parce qu'ils ne supportent plus. Et il y en a qui passent la barrière de la résistance et qui continuent. Donc, Anne, ce qui s'oppose à la progression de l'analyse peut être un désaccord avec l'analyste ou un manque de confiance. Oui, mais ça, c'est autre chose. Ou, non, on va prendre aussi la même chose. On va dire, Anne, vous savez ce qui se passe? On dit que c'est le patient qui va fabriquer son propre psychanalyste. C'est le sujet qui fabrique son psychanalyste, de la même façon que vous allez faire du yoga, c'est vous qui fabriquez votre professeur. Je veux dire, puisque c'est vous qui pensez votre professeur. Alors après, vous allez dire, oh non, c'est à cause de lui. Non, non, c'est moi qui ne veux pas avoir confiance, comme ça je ne m'analyse pas. Non, non, je n'ai pas confiance, je n'aimais pas. Il y a des psychanalystes qui ne sont pas très bons, mais qui peuvent avoir des bons patients. Vous comprenez? Parce qu'il y a des patients qui sont intéressés de s'analyser. Donc ils transforment leur psychanalyste en bon psychanalyste. Non, on ne peut pas dire c'est ta faute, hein. C'est ta faute à toi, hein. C'est la faute à toi. Non, 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 non. Guérison ou résilience? Bon, la résilience, c'est un mot qui est très à la mode, donc il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de résilience, c'est une autotransformation. Et quand je dis que autotransformation, dans le sens où on va interpréter le patient, mais c'est lui après qui décide. Il y a une autoconnaissance, mais après, c'est lui qui décide si vraiment il veut savoir ça, si vraiment il veut le mettre et l'attraper dans sa vie, on va dire. C'est quelque chose pour lui. Ou s'il veut le laisser comme quelque chose en disant « Non, moi, je ne veux rien savoir de ça ». Parce que vous voyez que tous les êtres humains, il n'y a jamais personne qui se présente de la même façon. Donc, nous avons tous une résistance à l'analyse. Non, Freud dit tous les éléments qui vont venir même des réalités. Ma mère est morte, c'est pour ça que je ne suis pas venue à une analyse. Résistance. Il dit, je veux dire qu'il n'y a pas d'excuse. Vous avez un traitement, vous avez un pacte, vous avez un accord et vous devez le suivre. Si vous ne le suivrez pas, on va dire résistance. Alors ce n'est ni bien ni mal, simplement c'est quelque chose qui va faire partie de notre fonctionnement. Et en plus, après, on va pouvoir voir que ça arrive dans notre vie, même sans psychanalyse. Mais là, disons qu'il n'y a personne qui peut le lire. Parce que ce qu'il y a d'intéressant en psychanalyse, c'est qu'il y a quelqu'un qui écoute et qu'il y a quelqu'un qui peut faire la lecture. Donc, parce qu'en fait, on a toujours besoin des autres.
On a besoin de quelqu'un qui nous écoute parce que sinon, on ne sait pas ce qu'on dit. Ou on vit, non, parce que dans ce chapitre-là, j'ai oublié ça qui est très important, il va nous dire que pour la psychanalyse, non, parce que rappelez-vous, on est en train de voir comment fonctionne l'appareil. Donc il va nous dire que la conscience, c'est simplement un organe perceptuel. C'est pas la conscience de Descartes ou la conscience d'Aristote, non, c'est la conscience freudienne. Et la conscience freudienne, c'est uniquement un appareil de perception. C'est celui qui reçoit l'information, et une fois qu'il l'a reçue, qui le met dans l'armoire. Pourquoi? Pour pouvoir continuer à percevoir. Parce que sinon, la perception, ça bloquerait. On n'a plus besoin des symptômes, c'est pour cela qu'ils disparaissent. Ah, muy bien. D'accord, Sylvie, oui, effectivement. Les symptômes disparaissent quand on n'en a plus besoin. Donc, c'est-à-dire que, vous voyez, ce que dit Sylvie, c'est qu'on utilise nos symptômes. Non? Comme Annelle disait ça, comme de mon psychanalyste, il n'est pas très bien, donc c'est pour ça. Et après, on va dire, non, non, je ne peux pas faire ça parce que j'ai un symptôme, comme ça me donne ceci, des douleurs de dos, donc je ne fais pas ça. Donc, on dit que j'utilise mon symptôme. Donc, quand mon symptôme ne sert plus à rien, je peux l'abandonner, effectivement. Il ne sert plus à rien. Pourquoi? Parce que j'ai dérivé l'énergie d'une autre façon. Donc, maintenant, je fais face, j'ai plus rien à cacher. J'ai pu, si je peux dire, bah non, je n'ai pas envie d'y aller. Avant, j'ai utilisé, non, j'ai mal là, c'est pour ça que j'y vais pas. Par exemple. Donc, j'insiste sur le rôle, parce qu'en fait, il va nous montrer que notre appareil, donc il est formé de la conscience, du préconscient et de l'inconscient. Que la conscience, c'est un organe perceptuel. C'est-à-dire que c'est un organe qui nous trompe, qui nous fait vivre dans l'illusion que ce que nous voyons, c'est la vérité. De la même façon que le soleil ne tourne pas autour de la Terre. Ce que nous voyons, l'être humain n'a pas la capacité de voir ce qui lui arrive. Il n'a pas que la capacité de se voir devant un miroir, il ne voit rien. Il se voit tout plat. Oui, ce sont les bénéfices secondaires, Pascal. Exactement, des symptômes. Les bénéfices secondaires des symptômes. D'accord? Mais il y a toujours des bénéfices secondaires. S'il n'y a pas de bénéfices secondaires, le symptôme n'a pas lieu. C'est ça le problème. C'est que l'être humain, il est capable de jouir avec n'importe quoi, même avec ses symptômes. Ou bien on transforme le symptôme. Oui, mais quand on transforme le symptôme, ben on le transforme en quoi? En un autre symptôme? Non, on doit transformer, on ne doit plus avoir besoin du symptôme pour laisser l'énergie libre. Parce que dans ces cas-là, on libère l'énergie si on n'a plus besoin du symptôme et on peut l'utiliser autre chose. Cette énergie, puisque le symptôme, c'est une transaction. D'accord? C'est une transaction. Donc j'ai réprimé quelque chose et en plus je m'y oppose. Donc je produis un symptôme. Donc quand je libère, j'ai plus besoin du symptôme, toute l'énergie que j'ai libérée, plein d'énergie psychique pour penser à d'autres choses, pour pouvoir... L'être humain a la capacité de penser à plusieurs choses en même temps. C'est-à-dire que l'être humain, pour l'instant, nous ne connaissons pas toutes ses possibilités. Et en plus, dans le monde dans lequel on vit, on veut nous encastrer. Vous avez vu comment ils veulent faire? Ils veulent nous enfermer chez nous, pour simplement nous laisser sortir quand ils vont décider. Je veux dire que nous devons gagner une liberté ailleurs, être solides, ne pas nous écraser parce qu'on nous enferme, alors on souffre d'angoisse, etc. Non, toute cette énergie, on doit savoir l'utiliser. On dit que l'angoisse, non, que l'angoisse, c'est de l'énergie qui n'est pas utilisée, qui est là, qui vole. Donc il faut l'utiliser, l'énergie, il faut faire des choses. Bon, je vous donne rendez-vous demain au même endroit et on va continuer donc notre lecture sur la vie sexuelle humaine, cette fois-ci à 21h, à 9h du soir. On va continuer donc et on va voir le complexe d'Oedipe et le complexe de castration. Donc, je vous donne rendez-vous à tous pour demain à la même heure. Si vous avez trouvé ce vidéo intéressant, n'hésitez pas à le partager. D'accord? Partagez-le. Je veux dire que la psychanalyse, c'est un instrument qui intéresse tout le monde parce qu'il est en relation avec quelque chose de notre vérité, de notre, non, qui fait référence à notre vérité comme être humain. Donc,
Je vous en prie Nathalie, je vous en prie Cyrielle. Donc, partageons ça, on continue demain et la semaine prochaine, donc mardi, on continue avec la régression, l'interprétation des rêves, le chapitre de la régression. Merci Pascal, merci. Et bon Ève, bonsoir André. Donc, HSB, je ne connais pas votre nom. HSB, je vais vous appeler. Merci à vous, HSB. Donc, bonne continuation. Je m'appelle Clémence Lenis et je suis à votre disposition. Bon, bonne continuation donc et à demain. Au revoir.